Donc, le module concerne la science ouverte pour expliquer que c'est un réel changement de paradigme qui s'opère avec ce thème. Dans ce module, des différents points sont abordés. Tout d'abord, une définition de la science ouverte, un peu d'historique, ses principales évolutions, le contexte dans lequel la science ouverte s'inscrit, les questions fondamentales qu'elle pose, la francophonie, un laboratoire potentiel pour la diffuser, et objectiver les principes, c'est-à-dire partir du terrain pour les chercheurs autour de la question de la science ouverte. Alors, une définition pour la science ouverte, une définition simple. La science ouverte, c'est l'accès aux produits de la recherche, publics ou privés, et qui s'accélère avec les outils du numérique. Importance des outils numériques dans la diffusion donc de la science ouverte. Et puis des principes, faire, facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable pour les documents scientifiques. Il faut rappeler que la science est une construction. La science est le produit d'une construction qui suppose de la communication et de la diffusion. Si on revoit ce qui s'est passé dans l'histoire, il s'agissait à l'origine d'échanges oraux ou épistolaires où les chercheurs parlaient entre eux. Avec le développement des revues, de l'implantation des bibliothèques, du rôle des sociétés savantes, des moyens de reproduction et aujourd'hui du développement des outils du numérique, tout cela permet de mieux faire connaître les travaux scientifiques et permet aussi une accélération de la recherche puisque les chercheurs ont évidemment beaucoup plus accès à ce qui est élaboré. Des antécédents autour de la science ouverte puisque dans certaines disciplines, certains chercheurs rompus déjà au partage des données dans leur champ disciplinaire, comme par exemple en physique et en mathématiques, ont inauguré le principe de la science ouverte. Ils ont créé des dépôts, tandis que d'un autre côté, des bibliothécaires, des conservateurs vont promouvoir l'accès ouvert face au prix des abonnements, relayés par différentes personnes, différents acteurs, qui ont pressenti les potentialités ouvertes par les outils du numérique en matière de publication et qui ont été favorables à la libre diffusion des savoirs scientifiques. Donc on voit ces antécédents au niveau de la science ouverte, des disciplines particulières qui se sont investies dans ce champ pour l'accès aux sources et par ailleurs des bibliothécaires, des conservateurs qui eux aussi se sont penchés sur la question. Pour dire que simplement la science ouverte a été qualifiée d'utopie, mais peu à peu, ces principes semblent devenir réalité. La science ouverte fait appel à la question de l'édition scientifique. En fait, c'est une industrie florissante qui impose son prix et son modèle. Les chercheurs s'occupent de tout actuellement, de la production des données à la rédaction et à la révision. Ils vont produire, mettre en forme, ils corrigent les articles scientifiques. Les chercheurs sont rémunérés par l'argent public ou les fonds de recherche et les universités paient les abonnements. Dérive provoquée par l'hypercompétition de la science, la course au financement, loi du publish or perish, et donc la question de l'édition scientifique est au centre de la question de la science ouverte. C'est un idéal dans une société complexe, parce que la science ouverte fait appel évidemment aux pratiques des chercheurs, hein, mais aussi fait appel aux outils numériques comme les logiciels libres, fait appel aux infrastructures où on peut déposer des données, fait appel aux ministères qui donnent des orientations politiques par rapport à la science ouverte, les universités, le système d'édition comme on l'a évoqué, et la question des plateformes qui sont mises en place. Donc voilà, la science ouverte ne peut pas être traitée d'une manière uniforme. On se rend compte qu'elle s'inscrit dans différents paramètres et le tout est quelque chose de complexe. On voit tout de même que ce principe, cette idée de science ouverte, a provoqué un mouvement et un foisonnement d'initiatives. Alors, ce foisonnement d'initiatives répond à un mouvement mondial qui s'est installé et a porté au niveau politique un certain nombre de déclarations, par exemple la déclaration de Budapest, en France la loi pour la République numérique,
il y a des plans nationaux, il y a la déclaration de l'UNESCO. En fait, il y a des déclarations successives, nationales ou internationales, qui convergent vers un ensemble de principes liés à la science ouverte. Donc on voit que c'est vraiment un mouvement qui s'étend, qui se diffuse. Ce mouvement d'ouverture, évidemment, peut être détaillé, hein, mais rallongerait le propos. Ça mériterait que l'on parle de différents autres éléments comme la coalition S, mais plus généralement sur les modèles économiques et les points de financement, hein, de l'édition et les infrastructures qui se mettent en place, ainsi que les nouvelles règles. Pour le mémoire, les voies d'édition sont les voies vertes, dorées, diamant. Ce sont trois modèles qui ont été construits depuis le début des années 2000, mais d'autres modèles émergent. Et tout cela, si vous voulez, pour ce mouvement d'ouverture ainsi que ces évolutions, eh bien, mériterait un cours spécifique que l'on ne traitera pas ici, mais qui est simplement évoqué. Donc finalement, ce mouvement autour de la science ouverte apporte un bilan contrasté. Il y a des points en suspens sur lesquels il n'y a pas de réponse précise aujourd'hui. Les futurs modèles économiques, par exemple de l'édition, hein, demeurent un sujet critique. Il y a des problèmes de cohérence et des divergences d'intérêts dans les politiques publiques conduites entre les acteurs de ces politiques, les ministères, les agences de financement et d'évaluation, les instituts de recherche, les universités, les bibliothèques, tout cela, si vous voulez, eh bien, ça ne va pas nécessairement dans le même sens. Et il y a aussi des déficits de coordination au niveau national, hein. On voit des politiques parfois divergentes d'un établissement de recherche à l'autre, avec des interprétations juridiques différentes. Et puis enfin, un empilement de dispositifs, d'institutions et d'outils d'une complexité telle qui sont devenus illisibles pour les utilisateurs et impossibles à piloter par les pouvoirs publics. Donc, vraiment un bilan contrasté, un foisonnement d'initiatives, mais des choses qui ne sont pas réglées, hein, au niveau juridique, au niveau des universités, évidemment, au niveau des chercheurs. Alors nous, le principe du Grisov, c'est finalement penser la science ouverte par le bas. C'est un choix délibéré et on se rend compte que cette science ouverte qui est diffusée, dont le concept est invoqué partout dans le monde, eh bien, développe des tensions, hein, parce qu'il y a vraiment des tensions entre les injonctions de faire pour la science ouverte, de diffuser d'une manière ouverte, et puis les recommandations des décideurs de la recherche et les chercheurs eux-mêmes dans leur pratique au quotidien. Parce que libérer l'accès et la circulation des publications et des données s'oppose aux pratiques réelles du chercheur. D'une part, ça suppose de se pencher sur la représentation des chercheurs. Pourquoi, finalement, donnerait-il leurs données? Pourquoi ouvrirait-il leurs données, hein? Donc, ça questionne leurs pratiques et aussi, ça questionne aussi les domaines disciplinaires parce que certains domaines disciplinaires demandent davantage de confidentialité, etc. Et puis, il y a aussi la question de l'évaluation qui est au centre de cela. Donc, entre les recommandations de développer la science ouverte et puis qui se présentent parfois comme des injonctions et puis les pratiques réelles du chercheur, eh bien, il y a un décalage et c'est sur ce décalage que le Grisov se penche. Alors, parce que entre les préconisations et la réalité, il y a tout un environnement qui est nécessaire à la mise en pratique de la science ouverte et tout cela ne va pas de soi parce qu'il est question d'infrastructure, il est question d'aspect juridique, il est question de l'éthique des chercheurs et cetera. Donc la science ouverte relève bien souvent d'un projet, hein, mais entre des valeurs, qu'on souhaiterait, faire advenir et puis la réalité concrète, qui parfois, apporte ses freins et ses obstacles. Alors, pour tout cela, accompagner effectivement, par le bas, par le terrain, les chercheurs autour de cette dimension de science ouverte, c'est aussi, redécouvrir les enjeux que pose la science ouverte. Et celle-ci pose des questions que l'on ne se posait pas, en tout cas d'une manière aussi explicite. Et on se rend compte que la connaissance même de la science ouverte fait défaut pour certains. Certains méconnaissent ce qu'est la science ouverte. Et donc, il y a une urgence d'une sensibilisation de l'ensemble des chercheurs
qui sont pris au quotidien par des contraintes de toutes sortes, quant aux implications présentes, voire futures de la science ouverte dans leurs activités. Et il faut donc une réflexion, hein, qui est alimentée par une remise en perspective de la science elle-même, qui est inscrite dans un contexte, mais aussi nécessité de faire des focus sur différentes thématiques, donc réinscrire la science par rapport aux enjeux de la science ouverte, et puis aussi l'urgence d'une aide technique pour les chercheurs qui ne sont pas tous au même niveau des outils, des plateformes, de la gestion des données et de la pratique et du suivi des recommandations de la science ouverte. Donc, pour cela, il faut avancer sur des thématiques fondamentales et notamment s'arrêter sur le potentiel technique dont personne aujourd'hui ne peut s'échapper et qui ont accéléré la densité de la production et la vitesse de la diffusion. Même chose, l'usage des outils pour accéder aux sources, pour naviguer, pour se rendre visible, tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte et à mettre en pratique. Et là, on voit que les pratiques des jeunes chercheurs sont vraiment des indicateurs sur lesquels il faut se pencher parce que eux, en tâtonnant et en connaissant les outils, mieux que, les générations, plus anciennes, eh bien développent, hein, expérimentent et finalement, développe des nouvelles pratiques sur lesquelles il est bon de s'intéresser. Alors, au niveau de ce lien entre science ouverte et science, il faut le replacer dans un contexte de crise de confiance et on se rend compte que la science a été, perturbée par, différents scandales, des conflits d'intérêts, des pratiques de recherche douteuses, l'explosion de revues prédatrices. Et tout cela a produit des effets en chaîne et a eu un retentissement mondial qui ont amené à se pencher sur les causes structurelles qui ont conduit à ces pratiques et à revisiter tout un système allant de la production de la science à son évaluation et la diffusion. Et les questions fondamentales qui apparaissent quand on essaie de traiter ce problème, c'est que finalement, la langue est un problème particulier qui est important et qui est un obstacle pour la question de la recherche. On voit que dans la question de l'édition et du problème de la diffusion de la documentation scientifique, que la langue anglaise, évidemment, est hégémonique, mais que par rapport à cette hégémonie, d'autres voix se font entendre. On voit que la production scientifique qui est recensée autour de revues internationales indexées et de haut prestige sont contrôlées principalement par des communautés scientifiques anglophones ou anglo-centrées et par leur édition. Or, on se rend compte que les chercheurs n'ont pas toujours cette fluidité scientifique, que le niveau est parfois insuffisant et que lorsque on travaille sur les pratiques des chercheurs, on se rend compte que bien souvent, lorsque le niveau en anglais n'est pas suffisant, on fait de la recherche dans sa langue maternelle et mais comme on publiait en anglais, on fait évidemment des traductions. Puis il y a la question aussi du contenu culturel face à une langue standardisée, puisque les études aussi montrent que le contenu culturel évidemment est moins bien transmis que, dans la langue, maternelle. Heu, la langue donc, peut être, un obstacle, d'autres aspects, sont à évoquer et notamment la question des révolutions techniques en marche et les avancées de la traduction puisque beaucoup de choses, s'améliorent en termes de traduction et il existe maintenant des traductions, simultanées qui sont, de meilleure, qualité et tout cela, si vous voulez, porte en germe, finalement des regroupements de langues. Alors des travaux se penchent sur la question du plurilinguisme et de l'intercompréhension de groupes de langues, à peu près, qui ont des similarités, par exemple les langues romanes et cetera et tout cela peut donner une seconde vie à des groupes linguistiques et peut-être être un rempart contre cette hégémonie de la langue anglaise. Et les outils donc de traduction, bon évidemment, devraient encore, s'améliorer, mais on peut penser qu'ils vont inaugurer des changements dans le paysage linguistique
hein, et que ça peut aussi avoir un impact dont il faudra surveiller un petit peu le degré. Nous, en ce qui concerne le GRISOF, groupe francophone, on pense que, cette diversité, de pays avec, des contextes, différents, peut être un laboratoire, potentiel. Parce que c'est une réalité géographique et linguistique, peut-être aujourd'hui en perte de vitesse, au niveau des médias ou des ministères, mais en même temps, elle représente 10% de la population mondiale en Europe, Afrique, Asie, Amérique, Océanie. Elle représente 700 millions de locuteurs et qu'on évalue en 2050 et on se rend compte que déjà avec cette quantité, l'enjeu est crucial. Et puis, la francophonie pose aussi la question des changements politiques et des équilibres géopolitiques qui s'opèrent avec l'émergence de puissances émergentes comme l'Inde, Chine, Brésil, Afrique du Sud, et qui déplacent le centre de gravité et qui reposent la question de la recherche et de la science. Donc, cette question géopolitique de la science, bon, une interrogation, un impensé, ça ne veut pas dire que ce soit un impensé, mais simplement on ne s'y penche pas suffisamment. Mais il est peut-être intéressant de revenir sur les types de raisonnement, hein, sur une science universelle, puisque les communautés scientifiques sont présentées dans une lecture comme régie par les règles de l'universalisme et de l'évaluation par les pairs. Et avec ce raisonnement, finalement, on ne fait jouer aux États qu'un rôle second. Et du coup, on présente un peu la recherche et l'innovation comme largement aterritoriale et aétatique. Et on met en avant donc la liberté des chercheurs, l'universalisme, l'évaluation par les pairs, tout élément qui fonderait des valeurs partagées par l'ensemble des membres des communautés scientifiques qui seraient sous cette bannière reconnue et protégée. Et cette lecture se trouve confortée par le développement d'un marché mondial avec une proportion toujours plus grande de publications scientifiques dont les auteurs travaillent évidemment dans des pays différents, mais disposent désormais d'une mobilité internationale pour les jeunes chercheurs, par exemple, qui devient massive. Et la diffusion et la diversification géographique et institutionnelle des sources de connaissances, le développement de la technologie, le développement d'un marché mondial des compétences scientifiques, dans le cadre d'une compétition qui s'instaure entre centres universitaires à l'échelle internationale, l'émergence d'une scène globale de mise sur agenda des problèmes planétaires montre que, avec cette idée que l'effort de chaque pays contribuerait au stock mondial des connaissances, qui elle-même contribuerait à la croissance et au développement durable de chacun des autres pays. Voilà, c'est un, comment dire, c'est un arrière-plan, hein, autour de cette vision d'une science qui serait universelle, mais il existe aussi une autre lecture qui semble un peu reprendre un peu le le devant de la scène. Ah, voilà, donc je reprends un peu le passage. Donc une autre lecture qui, au contraire, met les relations importantes entre géopolitique et recherche scientifique et qui disent que ni la science ni le marché ne sont des catégories qui peuvent se penser hors du social et du politique et qui sont bien ancrées dans les territoires et les États. Et donc, tout cela, ces relations entre géopolitique et recherche scientifique supposent une grille d'analyse pertinente qui montre en quoi le territoire va compter
en matière de recherche et d'innovation et en quoi les États, à travers leurs politiques publiques en ces domaines, sont porteurs de stratégies dans l'ordre du géopolitique. Donc, ce sont des questions sur lesquelles tout de même il faut se pencher, puisque aujourd'hui, bah, le monde est en mouvement et donc ces questions reviennent un peu sur le devant de la scène. Alors, on peut tout de même, retenir que la science dépend de son contexte, hein, parce que les activités de recherche, elles s'inscrivent bien dans un contexte social, culturel et politique et donc elle est aussi le produit de l'histoire, hein, du pays. Elle s'inscrit dans le temps long de la dynamique, des institutions publiques et privées, engagées dans la production, la circulation et l'utilisation des connaissances scientifiques et techniques. Les volumes financiers alloués à la recherche, les modalités, selon lesquelles ces allocations sont distribuées et cetera, les processus, sociopolitiques, conduisant à ces décisions et le type d'évaluation, sont constitutifs aussi des politiques nationales de recherche et il faut, ne pas l'oublier. Alors, au vu de tout ça, on peut dire qu'on est à l'aube de nouveaux chantiers, puisque on est au début d'une histoire nouvelle qui va s'écrire hein, dans une scène complexe, instable, hyper compétitive, qui pose des questions et des dilemmes non résolus autour de défis comme la propriété intellectuelle, les règles éthiques pour la recherche, la réflexion critique sur la fin et les moyens de la science et de sa gouvernance mondiale. Autant de chantiers qui sont nécessaires pour parler de la recherche et évidemment de la science ouverte. Alors, aujourd'hui, donc, face à ces constats, donc une diffusion de la science ouverte au niveau mondial, une révolution technique, des freins et des obstacles selon les contextes, une nécessité finalement d'aborder cette question à partir de la pratique de terrain des chercheurs. On peut faire une première conclusion en disant qu'aujourd'hui, personne ne peut s'opposer au mouvement général de la science ouverte. Pour les uns, ça accélère l'innovation et pour les autres, c'est un formidable vecteur de démocratisation. Mais ce que l'on voit de toute façon et surtout en milieu francophone qui nous donne, toutes ces perspectives, variées et hétérogènes, il y a un décalage entre un environnement sécurisé, techniquement et juridiquement dans les pays, qui ont des, qui sont des puissances, économiques et une convergence avec, des orientations ministérielles, universitaires, des laboratoires, des chercheurs. Mais il peut y avoir aussi, des environnements où finalement il y a des problèmes à résoudre, à la fois autour de la technique, à la fois autour de l'État, du manque d'infrastructures, du réseau internet et des chercheurs eux-mêmes. Donc vous voyez que ces décalages sont à prendre, en considération. Il peut pas donc pas y avoir, je dirais, de messages uniques, mais des messages adaptés, selon les contextes et y répondre en fonction des besoins qui sont identifiés, sur le terrain. Donc l'avancée de la science ouverte, elle se fait par des voies multiples, hein, le chemin pour, y parvenir ne fait pas consensus. Alors bien souvent et ce que l'on voit, ce sont des actions, macro, hein, on élabore des politiques institutionnelles, on fait des recommandations, des plans, des plaidoyers, on négocie avec les maisons d'édition, on essaye de mettre en place des plateformes. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais au niveau macro, mais les chercheurs, eux, ils sont, face à des micro-changements, hein. C'est-à-dire que tous ces mouvements se font, dans le quotidien et on sait que, les chercheurs, eux, sont confrontés déjà à la notion de science ouverte, qui mérite une définition plus précise, hein, et ils sont confrontés à la nécessité de publier, d'être visibles, d'avoir des budgets recherche, qui sont, souvent, trop contraints et puis, ils voient sur le terrain, les difficultés de mettre en pratique, ces recommandations, hein, la question des dispositifs techniques, les ressources documentaires, les moteurs de recherche, l'appropriation même des principes de la science ouverte, pose question.
Donc, le Grésov, lui, privilégie une approche, évidemment à partir, du terrain parce que il faut répondre à cette tension entre les injonctions des décideurs et les pratiques réelles et on voit que parfois ces injonctions sont contradictoires, hein. Il faut libérer la circulation des publications, mais ça peut poser, d'autres problèmes. On fait des injonctions aussi à l'ouverture, mais on sait que certaines disciplines ou certains travaux méritent de la confidentialité, tant dans les protocoles que dans les résultats et a fortiori, par rapport aux données qui sont produites, pour les diffuser, ou non. Donc avant la science ouverte, bon, ne peut finalement, qu'être effective que si on parle d'actions, concrètes, hein. Devant un ensemble de contradictions, il faut, partir, des pratiques des chercheurs dans leur, travail quotidien parce que finalement, quelle que soit leur discipline, les chercheurs vont acquérir des pratiques d'ouverture toujours un regard de leur expérience, dans l'interaction avec le collectif, dans l'interaction avec l'administration et dans la contrainte toujours circonscrite au projet. Donc c'est à partir de là, selon le contexte aussi, l'étape de la carrière, le niveau de formation aux outils, le niveau de connaissance des principes éthiques et de la science ouverte en général, et puis de la conviction même des chercheurs, on se rend compte que tout cela est variable et qu'il y a des degrés finalement d'appropriation et d'application de la science ouverte. Alors, heu, en plus, ça ne se résume pas à la mise en place d'outils, mais ça implique, des interventions à toutes les échelles du système et donc ça reste, tout de même, assez, compliqué. Donc le rôle du GRESOF, c'est conseiller les chercheurs et favoriser l'accompagnement au quotidien de la pratique, hein, à partir, du projet du chercheur et de sa recherche. Donc, c'est partir finalement de ce qu'on a sous la main, de la pratique réelle du chercheur pour qu'il y ait une progression constante en termes de sensibilisation et de mise en pratique de certaines recommandations et puis jusqu'à finalement une réflexion sur la science elle-même, sur ses enjeux, sur ses défis dans un monde, je dirais, un peu troublé. Et donc, la sensibilisation, elle est nécessaire et notamment dans le domaine de la santé qui a une haute valeur morale et financière. Ce secteur, pose, des questions spécifiques et dans le GRISOF évidemment une bonne partie, des acteurs, travaillent, sur, ce domaine. Alors, question spécifique parce que, bah, la question de la santé, c'est toute la question du vivant, hein et puis c'est aussi, au centre d'applications, financières, hein, autour de la recherche. Voilà, il faut aussi, et ça c'est aussi un rôle du réseau, de contribuer aux activités de formation et donner des informations sur la formation scientifique et technique, hein, et puis, former, les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à cette information scientifique et technique. Voilà, donc pour commencer évidemment, il faut, approfondir la connaissance du terrain puisqu'on peut toujours, offrir, un certain nombre de formations, mais il faut que ces formations donc, répondent aux besoins identifiés et nous avons donc mis en place, une enquête, hein, pour recueillir des témoignages, pluridisciplinaires des scientifiques autour des politiques scientifiques actuelles mises en œuvre et pour, préciser les besoins pour un meilleur accompagnement, des chercheurs et des chercheuses dans les domaines de la science ouverte. Donc cette enquête, est disponible et vous pouvez, y participer et ça permet finalement de mieux apprécier l'avancement en termes de sensibilisation et de pratique puisqu'on voit que parmi les chercheurs, dans le cadre de la francophonie et des différents, pays, qui y sont à l'intérieur, tout cela va de la méconnaissance de la science ouverte à des pratiques très avancées sur lesquelles il faut évidemment, tenir compte, pour une progression, dans les formations. Voilà et puis plus largement ouvrir un espace de réflexion, organiser des ateliers et des rencontres permettant de penser la place de la science dans les sociétés actuelles, à la fois à la lueur des crises écologiques, sanitaires, mais aussi des remous géopolitiques, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, recenser les obstacles à partir de la manière de faire des chercheurs, mais aussi sur les opportunités d'une science ouverte. Et d'autres interrogations complémentaires
peuvent compléter cet axe de réflexion. Par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup de sciences citoyennes et participatives. Ce sont des termes, des notions qui se diffusent, mais qu'est-ce qu'elles recouvrent exactement? Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu derrière ces notions? Tout ça, ce sont des axes qui peuvent être réfléchis dans cet espace de réflexion. Et puis, surtout apporter des clés techniques, puisque, les chercheurs en manquent toujours. Alors évidemment, elles sont de niveau variable, mais, par exemple, ça peut, comment dire? Essayer de traiter la question du plan de gestion de données, l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple pour les chercheurs qui ont besoin de visibilité, savoir déposer une prépublication dans une archive ouverte, et choisir sa plateforme, la trouver tout d'abord, voilà, réfléchir sur les entrepôts de données, et aussi, promouvoir son profil, gérer ses identifiants et assurer la qualité de son travail de recherche et cetera, quoi. Voilà, donc tout ça, ce sont des clés, sur lesquelles, on peut agir en accompagnant, quasiment, individuellement donc dans un travail, collectif ou par atelier, ces demandes de renseignements. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie, voilà. Ben, merci beaucoup à vous, professeur Marie Colly, de cette vidéo extrêmement enrichissante et je vous dis à très bientôt.